Nous allons parler, si vous le voulez bien, avec nos invités du divorce, on va l'appeler ainsi, entre Elon Musk et Donald Trump, bien que ce soir, il y a peut-être une légère accalmie. Ça, on va peut-être me poser la question à Jean-Claude Beaujour. C'est peut-être pas un divorce, c'est peut-être juste une séparation de corps pour l'instant. Voilà, c'est une séparation de corps. Peut-être Jean-Claude Beaujour, avocat international, spécialiste des questions géopolitiques et américaines. Bonsoir, merci d'être avec nous dans ce studio. Et Malcolm Biga, c'est ça, je prononce bien votre nom, chroniqueur au Nouvelle Économiste et spécialiste de la politique américaine. Merci infiniment d'être en studio ce soir. C'est vrai qu'on a été effarés de la violence, alors pas du divorce, vous allez dire, de la séparation entre Donald Trump et Elon Musk. Je le dis ce soir puisque on vient de l'apprendre tout à l'heure. Elon Musk a supprimé un post sur X maintenant, post qu'il avait publié au plus fort de sa dispute avec le président américain, dans lequel il accusé d'être impliqué dans l'affaire Jeffrey Epstein, vous savez, ce financier qui était accusé d'exploitation sexuelle. D'abord, je voudrais bien comprendre, mais que s'est-il passé pour en arriver là ? Parce que les auditeurs ont du mal à comprendre, parce que ça a des conséquences terribles, hein, Elon Musk quand même. Bon, la bourse, pas trop en Europe, mais surtout aux États-Unis, les bourses ont été chahutées. Que s'est-il passé pour que la guerre soit déclarée à ce point ? Je vais commencer peut-être par vous, Jean-Claude Beaujour. Écoutez, il s'est passé ce qui devait se passer, c'est-à-dire que d'un côté, il y avait Elon Musk qui est arrivé aux responsabilités, même s'il n'était pas membre à part entière du gouvernement, mais à un niveau de responsabilité suffisamment élevé, en étant homme d'affaires, défense de ses entreprises, Tesla, SpaceX, Link, voilà. Donc, on se demandait un peu ce qu'il faisait là quand même au début. On se dit les choses, hein, Jean-Claude Beaujour. Elon Musk à la Maison-Blanche, c'était quand même un peu particulier. Oui. Alors qu'un homme d'affaires soit en responsabilité politique, ça n'est pas gênant. Simplement, ce qui est gênant, c'est quand même il y avait un conflit d'intérêts manifeste entre un homme d'affaires qui reste aux affaires parce que il y a des techniques pour ça. Les Américains sont très bons juridiquement pour cela. Abandonner toutes ses actions, quitter le pouvoir économique pour arriver aux responsabilités, ça n'est ni illégal ni inhabituel. Ça arrive. Ce qui était embêtant, c'est qu'il a continué à accumuler avec un point qui est important, c'est qu'il y avait conflit d'intérêts entre ses intérêts personnels et puis la direction. Gouverner un pays, gouverner la première puissance du monde, c'est aussi tenir compte de paramètres qui sont très différents. Quand on est aux responsabilités politiques, c'est l'intérêt général, donc des entreprises, de la population, des intérêts géostratégiques et importants du pays. Voilà, et c'est cela qui a clashé. Au-delà de la question d'ego, parce qu'on a beaucoup parlé d'ego au cours ces cette dernière semaine, mais au-delà de la personnalité même des individus, c'est vraiment, pour moi, il y a un problème de gouvernance, de bonne gouvernance à la tête de la première puissance du monde. C'est ça la réalité de terrain. Alors concrètement, le projet de budget, la loi budgétaire voulue par le président Trump n'allait pas dans le sens des intérêts d'Elon Musk, puisque Tesla prenait un gros coup dans la figure, puisque les véhicules étaient vendus beaucoup plus cher. Lui, il est libertarien, c'est-à-dire qu'il faut pas d'État, l'État n'a pas à se mêler des affaires des individus, il faut laisser vivre les individus. Donc c'est un principe de liberté extrêmement poussé, sans régulation, et c'est ce qui a fait un peu, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Elon Musk. Malcolm Biga, ça fait évidemment mauvais effet. Ça a des conséquences et des répercussions mondiales. Les deux hommes peuvent-ils se rabibocher ? Est-ce que ça a un sens d'abord ? Alors pour moi, je voudrais ajouter un autre élément par rapport aux questions d'ego et de conflit d'intérêts, c'est que Elon Musk n'est pas dans le sérail politique. Donc, sa venue à la Maison-Blanche a effrité beaucoup de personnes, notamment cité Marco Rubio, le secrétaire d'État en charge des affaires étrangères, J.D. Vance, qui est devenu un peu au début le vice-président un peu putatif. Et Elon Musk était un peu cet éléphant dans un magasin de porcelaine. Il a gêné beaucoup de monde. Il n'était pas dans le sérail. Et donc, on peut avoir des diplomates de carrière, on peut avoir des politiciens de carrière qui ont été gênés par cette personne qui prend toute la place, toute l'attention. Ça les a arrangés. Voilà, c'est ça. On se dit les choses, Malcolm Biga. Ça donc peut-être que pour certains, ça a arrangé que Elon Musk soit parti. Mais même d'ailleurs, on a vu que ça a aussi gêné Trump. Il y a un sondage de Politico qui a montré que Donald Trump, à travers son réseau social Truth Social, mentionnait Elon Musk de moins en moins souvent de janvier à aujourd'hui. On a eu par exemple peut-être 36 mentions en février, on a eu 3 mentions en mars, 2 mentions en avril. Donc on voit bien que même entre les deux hommes, on pouvait dire que le torchon est brûlé. Et puis il y a aussi quelque chose. Faire campagne, c'est une chose, et il y a le principe de réalité, parce que
c'est vrai, c'était un peu comme un intrus dans la vie politique, mais pourquoi? On peut dire ce qu'on veut des hommes politiques, mais quand on fait de la politique, effectivement, on tient compte de facteurs qui sont extrêmement divers, alors qu'Elon Musk, lui, il a une doctrine bien précise, il était, on l'a dit, à la direction d'entreprise, il a donc un œil sur ces entreprises, et puis il est quand même tout puissant, quasi situation monopolistique sur toute la politique spatiale américaine aujourd'hui, avec tous les impacts. Mais c'est ça qui faisait peur. Mais on a peine à imaginer une situation similaire en France, par exemple. Oui, attendez, alors ça peut arriver. Simplement, c'est qu'il y a des lois en matière. Il y a le Chairman Clement Act début du XXe siècle, donc loi anti-concurrence qui contrôle les monopoles ou qui prévient les monopoles aux États-Unis. Donc c'est assez classique. C'est déjà arrivé par le passé. Et justement, s'il y a eu ces lois en matière de concurrence au début du XXe siècle, c'est bien parce que les monopoles existaient, elles ont voulu casser les monopoles, et précisément, il y avait des moyens juridiques de contrôler, en tout cas de prévenir, voire d'empêcher la constitution de monopoles. Ensuite, il y a le fait qu'il y a eu un blanc-seing de la part du président des États-Unis qui faisait de lui un peu une sorte de d'égérie, de tête de pont de l'industrie spatiale américaine, et c'est aussi cela qui est gênant, c'est qu'il y a eu quand même un feu vert de la part du président. Oui. On parle justement du spatial, c'est intéressant de voir que le départ d'Elon Musk, ça fait des heureux. Je pense à quelqu'un qui se frotte les mains en ce moment, c'est Jeff Bezos. Absolument. Il a également une entreprise dans le spatial, Blue Origin, qui est dans le même secteur que Elon Musk, qui est donc le spatial. On a aussi d'autres gens de la tech, que ce soit Mark Zuckerberg, que ce soit Sam Altman, qui espèrent également avoir l'oreille du président comme Musk l'a eu. Donc, je ne vois pas de rupture frontale et définitive entre les deux, car Elon Musk a autant besoin de Trump que Trump a besoin d'Elon Musk. Ah oui, ils se tiennent, en fait, c'est ce que vous dites, en substance. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la guerre soit retombée? C'est-à-dire qu'on a l'impression que le ton baisse un petit peu entre les deux hommes. On a eu tout d'abord, en fait, Elon Musk qui a attaqué le mandat et le bilan et la proposition de Donald Trump sur les crédits d'impôt électriques qui allaient être retirés d'une proposition de loi aujourd'hui discutée au Congrès. On pouvait penser que ça allait être tout d'abord une critique à l'encontre du président, à l'encontre du mandat du président. Et finalement, on est passé à des mots d'oiseau. On est passé même à une mention dans l'affaire Epstein. Et je pense qu'il a retiré, mais je pense que chaque parti s'est dit que si on ne redescend pas cette escalade, on va arriver à un moment où on ne pourra même plus s'entendre et on va arriver à un moment de rupture. Trump a réagi en disant qu'il allait lui-même annuler des contrats fédéraux avec les entreprises de Musk. Donc peut-être que de chaque côté, je vois bien les coachs de chaque côté du ring qui ont demandé à chaque candidat à chaque combattant. Chaque combattant. Non, mais vous avez raison, chaque candidat. C'est peut-être un lapsus révélateur. C'est peut-être un lapsus. Pourrait-il être le prochain candidat? Il n'a aucune chance. Il n'est pas né aux États-Unis. En l'état de la Constitution. Il pourrait pas. Ah, non, mais ça, c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant. Mais surtout, il n'est pas du tout populaire. C'est dans les nasses. Pardon. Oui, mais je pose la question, vous savez. On a des surprises parfois. Oui, c'est vrai. Mais c'est là où toute la limite du système Musk, parce qu'on a vu quand il a fallu réduire les dépenses budgétaires, les méthodes étaient relativement brutales. Si vous voulez, vous pouvez faire ça dans une entreprise. À l'échelle d'une entreprise, vous avez des conséquences qui sont essentiellement financières. Peu importe la suite, vous payez des dommages-intérêts, vous payez lors de procès qui durent des tas de temps, et puis c'en est terminé. Lorsque vous êtes président des États-Unis, lorsque vous êtes élu, vous avez un régulateur, c'est l'élection. Eh bien, l'élection, c'est d'ailleurs, si vous nous invitez à partir du mois de septembre, on va repartir dans le cycle des élections de mi-mandat. Si Donald Trump ne parvient pas à conserver sa majorité au Congrès, eh bien, il aura 2 dernières années qui seront sans capacité d'agir. Donc, un mandat pour rien. Et c'est cela qu'il risque. Il se dit bien que lui, il a ce régulateur qui sont les électeurs, et il faut qu'il commence à envoyer des signaux très forts aux électeurs, parce que, souvenez-vous, on s'était vu juste avant l'été, et je vous disais, il a fait toute sa campagne sur le pouvoir d'achat, sur le fait contre la vie chère, sur le fait qu'il allait ramener des entreprises aux États-Unis, son électorat dans le nord-est des États-Unis, le nord industriel qui attend. Ce sont les gens qui, et il faut reconnaître, qui sont au chômage, qui vivent parfois difficilement. Donc, à qui il faut envoyer des signaux. C'est très bien de dire on va gagner,
mais à la fin du mois, lorsque vous ne voyez pas rentrer le salaire ou que vous voyez que vous n'avez pas véritablement de changement, ben le risque c'est de voir ses électeurs se détourner. C'est pour lui le risque, c'est de les voir se détourner d'eux. Donc ça, c'est une réalité. C'est ça. Je pense qu'il y a quand même aussi je suis d'accord, mais je pense qu'il y a aussi une différence quand même. Donald Trump, au prochain midterm, il sera pas lui-même le candidat. Ce sont des sénateurs, ce sont des députés qui vont perdre leur siège. Et on l'a bien vu, Donald Trump répond de personne. Il peut signer un décret aujourd'hui, il peut complètement retourner la face du monde par son bon vouloir. Contrairement à Musk, quand même, il y a des objectifs de rentabilité. Il doit répondre à des actionnaires, il doit répondre à des objectifs, que ce soit pour Tesla, des objectifs de trafic pour son réseau social X. Donc c'est quand même pas les mêmes enjeux pour les deux personnes. Donc on a quand même Elon Musk qui a plus intérêt à être proche de Donald Trump, ne serait-ce que pour la rentabilité de son affaire. Il pourrait être débarqué du jour au lendemain si les actionnaires ne sont pas satisfaits de ses résultats. Et aujourd'hui, on a bien vu que Elon Musk est dans peut-être même un siège éjectable s'il ne parvient pas à redresser la barre au niveau de Tesla. C'est absolument passionnant, parce qu'effectivement, ce paysage, on a du mal à imaginer ça en France. Est-ce qu'on verrait Emmanuel Macron avec Bernard Arnault, par exemple, pour ne citer que, sur le perron de l'Élysée avec Bernard Arnault? C'est impossible de voir ça chez nous. C'est ça qui est absolument passionnant, Nathan Dever. Oui, tout à fait. Alors, je crois que l'apparence, vous avez dit, c'est celle d'une guerre d'ego entre deux personnages qui, de prime abord, ne sont pas tout à fait rationnels, et l'un se montrant toxicomane, extrêmement lunatique, et l'autre, Donald Trump, étant dans cette logique qu'on connaît bien depuis 2016. Mais je crois que cette apparence-là, il faut en effet la percer et voir que dans leur opposition, en deçà de la guerre d'ego, comme vous l'avez dit, il se joue quelque chose en fait d'assez rationnel. Et ce qui est intéressant à relever, c'est que dès le début de la campagne de Donald Trump, surtout dès qu'elle a porté ses fruits dès la réélection, il y a eu une tension très forte entre le mouvement MAGA, donc les durs de durs des Trumpistes, et Elon Musk et ses soutiens. Et cette tension, elle était par exemple sur la question des travailleurs immigrés. Elon Musk, en bon milliardaire, dit, moi écoutez, quand je regarde l'organigramme de mon entreprise, les meilleurs chercheurs, c'est des gens qui viennent d'autres pays, on a besoin de faire des partenariats avec des universités, on a besoin de faire venir des immigrés, et évidemment, les partisans de MAGA étaient vent debout contre cela. Je crois qu'il faudrait poser cette question, qui a raison entre Trump et Musk dans cette dispute? Par-delà les circonstances un peu irrationnelles, quelle vision? Parce qu'il y a quand même deux visions différentes. C'est vrai, et puis ensuite, il y a les démocrates, mais je veux dire, entre deux, qui fait des reproches légitimes à l'autre et qui est sur des reproches qui sont plus critiquables. C'est une bonne question de Nathan Dever. Sur ce sujet, par exemple, sur le sujet de l'immigration, évidemment, on a eu l'occasion de le dire aussi ici, un pays a le droit de réguler le flux migratoire, de protéger ses frontières, de protéger ses citoyens. Aucun problème là-dessus. Sauf que les États-Unis ont un sujet, puisque il y a une masse de travailleurs immigrés, légaux ou pas, qui font fonctionner, cette masse fait fonctionner l'économie américaine. Si vous êtes aux États-Unis, le nombre de fois où on a été refusé dans un restaurant parce que le restaurateur nous disait c'est pas parce qu'on ne veut pas vous prendre, mais je n'ai pas assez de personnel. Ça, c'est une réalité américaine. Et puis les Américains, vous êtes dans le sud, le type qui en plein été par 38 degrés nettoie votre jardin, etc. C'est un latino, et donc on voit bien qu'il n'est pas arrivé depuis très longtemps. Il est de fraîche date. Donc c'est vrai qu'il y a un principe de réalité. Le principe de réalité vaut pour les deux. Vaut pour Musk parce que évidemment la Silicon Valley, les États-Unis sont un pays extrêmement attractif sur le plan industriel, recherche, etc. On connaît bien les résultats, et dans le même temps vous avez un Donald Trump qui disait oui, il faut arrêter cette immigration, et dans probablement dans l'expression la plus je ne dirais pas extrême, mais la plus forte, la plus caricaturale. Mais il sait très bien, Donald Trump, c'est aussi un homme d'affaires, il est dans les services, il a des hôtels. Ne me dites pas qu'il ne sait pas ce qui se passe dans ces hôtels. Il sait très bien ce qui se passe dans ces hôtels. Quand on va à la Trump Building à New York, il voit très bien le personnel qui y travaille, parfois dans des conditions extrêmement difficiles, et donc il sait bien qu'il en a besoin, mais pour répondre à son électorat, en termes de communication électorale, il a lancé un appel extrêmement fort. En tout cas, il avait une politique extrêmement violente sur cela. Et souvenez-vous des
des supposés haïtiens qui mangeaient des chats et des chiens, ben Donald Trump savait très bien que les Haïtiens qui sont très nombreux aux États-Unis ne passent pas leur temps à manger des chiens et des chats. Il le savait, il l'a maintenu. Malcolm Biglia, mais qui a raison? Alors je vais reprendre la question de Nathan Devers entre les deux, entre Donald Trump et Elon Musk. Qui avait raison dans ce conflit ouvert? Je pourrais pas dire qui a raison, mais je pourrais pas dire qui a raison, mais je pense que l'un des deux est quand même plus prudent. Elon Musk est beaucoup plus prudent car lui a un business. Au niveau même de l'immigration, on peut même aller sur les droits de douane. Elon Musk a toujours été un meilleur partisan du libre-échange que Donald Trump. C'est un milliardaire mondialisé, quoi. Exactement, c'est un milliardaire mondialisé. Il a un business de voitures électriques. Il sait très bien qu'il y a une concurrence sur ce secteur avec la Chine. Lui ne voit pas d'un bon œil l'escalade de guerre commerciale que Donald Trump agite. Donc, en termes de savoir qui a raison, je pense que la folie est un peu des deux côtés, mais l'un est plus prudent que l'autre. Mais en revanche, la base électorale de Donald Trump a donné raison à Donald Trump. Politiquement, moi, je suis d'accord. Mais la base électorale, dans tous les sondages qui sont sortis là, au moment du pic de la violence, il donne massivement raison à Donald Trump. Donc, sur la ligne politique, puisqu'en fait, qui a raison, qui a tort, c'est des options politiques, en réalité, sur l'avenir. Et les Américains, c'est pour ça que je disais, Elon Musk, outre la question constitutionnelle, n'est pas du tout le choix des électeurs de Trump, même s'il a pris une place importante dans la campagne. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Merci infiniment Jean-Claude Beaujour d'être venu dans ce studio. Merci infiniment Malcolm Biglia d'être venu également. C'était passionnant.